Nico Hülkenberg. Ça sera coupé au montage. Absolument pas. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Grande-Bretagne qui fut excitant et surtout émotif. Je vous donne tout de suite le classement de cette épreuve. Alors, Lando Norris remporte enfin son Grand Prix à la maison devant Oscar Piastri et mesdames et messieurs, après 239 Grands Prix, Nico Hülkenberg obtient finalement son tout premier podium en Formule 1. Lewis Hamilton termine 4e, Max Verstappen est 5e, Lance Stroll est 6e, Pierre Gasly 7e, Fernando Alonso 8e, Alex Albon 9e et George Russell 10e. Alors, j'accueille avec moi François Carignan et Carl Souza Teixeira, membres modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Bonjour, messieurs. Salut Abdou. Bonjour Abdou. Comment allez-vous? Très bien. Ça va vraiment bien. Je suis encore sur mes émotions de ce Grand Prix incroyable. Ah oui. Écoutez, c'était un Grand Prix tout à fait exceptionnel. Je dois dire... écoutez, j'ai encore les émotions à fleur de peau parce que Nico Hülkenberg a finalement son podium. Après 239 Grands Prix, il a finalement son podium. Et je dois dire aussi, c'est un beau, magnifique après une semaine difficile pour certains. Alors... ouais. Mais avant de parler de Nico Hülkenberg, on va parler de Lando Norris. Et de McLaren, parce que, on doit le dire, oui, Norris terminait 3e, mais est parti 3e, pardon. Ça, c'est encore les émotions. Mais il est parti 3e et il a fait une course parfaite. Oui, il a profité de la pénalité de 10 secondes à Oscar Piastri, mais il a fait une course parfaite, puis je vais commencer avec Carl. Oui, je dois dire, Abdou, que malgré mes vues qui diffèrent des vôtres par rapport à la pénalité de Piastri, faut quand même admettre que c'était une performance quasiment sans faute, je dois dire. Son dépassement vers Max était très bien timé. Il y avait la vitesse tout au long de la fin de semaine, tout au long du Grand Prix. Donc, je dois dire que c'est une magnifique victoire. On a pu voir les émotions de sa part, de la part de la famille, de la part de McLaren. Donc, il faut tout de même admettre que c'était une victoire incroyable de sa part. Oui, effectivement, ça a été une très belle course de la part de Norris. C'est surtout dans l'optique et surtout dans l'optique aussi que on l'a beaucoup vilipendé après le Grand Prix du Canada avec raison, mais il a été capable de rebondir en Autriche et surtout ici à Silverstone avec, je pense qu'il avait 2 tribunes en son nom et il a été capable de livrer la performance là où ça a compté, François. Absolument. Écoute, dans les 2 derniers Grands Prix, Lando Norris a été vraiment là, sans faute. Et son coéquipier a été un peu à l'inverse. Oscar, la sévérité de sa pénalité est débattable. Malheureusement, dans le cas de voiture de sécurité, si je me trompe pas, une infraction est au minimum 10 secondes.
Donc, tu sais, est-ce que ça en méritait peut-être 5 ou quoi que ce soit? Tu sais, malheureusement, on peut jamais le savoir parce que ça part à un certain niveau. Et puis, je trouve même là, une fois qu'il est sorti, là, après avoir servi sa pénalité, il a fait quelques erreurs ici et là. Lando n'a pas fait ces erreurs-là. Et puis, je veux dire, il a fait ce qu'il fallait. Il a bien tenu sa course. Comparé à l'an dernier, évidemment, là, où qu'on a encore eu une course Grand Prix des Grandes-Bretagne sous la pluie, Lando a fait des erreurs qui lui ont coûté cher. Alors, pas cette fois-ci. Et puis, il y en a plusieurs pilotes, justement, qui sont tombés victimes des conditions délicates. Et puis, ça prenait une course comme ça pour pouvoir gagner aujourd'hui. Oui, effectivement. Il l'a fait, puis en plus de ça, c'est sûr que le seul petit point, et c'était pas de sa faute, ça a été l'arrêt au puits un peu lent de la part de McLaren lorsque Norris a dépassé justement Verstappen qui était en perdition, mais ça a été vraiment Norris qui a été en mesure de ne pas faire d'erreur dans des conditions très changeantes en plus. Alors, ça au moins, c'était une bonne chose. À l'inverse, Oscar Piastri, jusqu'à sa pénalité, faisait vraiment une belle course. Et Carl, son dépassement sur Max Verstappen, il l'a collé à la peau depuis le début de la course. Oui, absolument. On l'a vu dès le début de la course que la décision de Red Bull d'avoir mis Max sur un réglage de piste sèche. On a vu que ça fonctionnait pas du tout. On a vu que Max s'est plaint tout au long du Grand Prix de manquer d'adhérence. Et Piastri savait très bien c'était quoi sa mission au début de course. C'était de prendre cette première place et de par la suite justement essayer de bâtir une distance avec le reste de la grille. Là, après le safety car, ça s'est un peu amoindri, mais tout de même, jusqu'à son départ du safety car, sa course était sans faute. Puis je partage l'opinion que justement, cette pénalité-là de 10 secondes qui lui a été donnée, c'était peut-être de trop, mais bon, considérant les règles actuelles sous le safety car, le 10 secondes était la pénalité à donner. Donc, malgré tout ça, malgré le fait qu'il finisse deuxième, je crois que c'est quand même, il a pu sauver les meubles. Et si je me trompe pas, il mène encore le championnat, ne serait-ce que par peu de points. Donc, ça reste une fin de semaine réussie pour lui. J'espère tout de même qu'il va être capable de mettre ça derrière, arriver en Belgique et pouvoir justement continuer sur sa belle lancée, considérant quand même son manque d'expérience par rapport à Lando. Il est quand même capable de bien gérer la pression. Fait que j'ai très, très, très hâte de voir comment est-ce qu'il va être capable de rebondir face à cette situation-là qui l'a vraiment visiblement affecté. Oui, et je dois dire aussi, François, ce qui a changé l'issue de la course et qui a donné légitimement la victoire à Lando Norris, c'est cette pénalité de 10 secondes à Oscar Piastri pour sa conduite erratique lors de la relance de la voiture de sécurité où il freine sur la droite du hangar et Max Verstappen a été surpris par le freinage de Piastri. Donc, ça lui a rapporté 10 secondes de pénalité et 2 points de pénalité, donc un total de 6 pour une période d'un an. Et selon selon ce qui a été dit écrit par les commissaires dans le document expliquant la pénalité, quand même, ça a été un freinage de pression de 59,2 PSI et surtout passer de 218 à 52 km/h et ce qui a forcé Verstappen à l'éviter en fait et ce qui a donné, en fait, les commissaires ont donné la pénalité de 10 secondes à Piastri. Donc,
Là-dessus, moi, c'est une pénalité slam dunk. Je pense le 10 secondes, compte tenu des circonstances et du freinage et l'aspect erratique, je pense qu'elle est méritée. Peut-être un 5, ça peut être débattable aussi, mais reste que la pénalité, elle était méritée, d'après moi. Ben, en fait, pas d'après moi, elle était méritée tout court. Oui, comme j'ai dit un peu plus tôt, est-ce que dans un cas comme ça, 5 aurait peut-être été plus juste? Mais évidemment, on a vu un petit peu vers les années passées à quel point, quand tu as des infractions sous voiture de sécurité, virtuelle ou pas, on a vu Lando Norris au Qatar que simplement a été un tiers de seconde trop vite et ça a coûté un stop and go. Dans le cas de neutralisation, la sévérité des pénalités est augmentée. Cela dit, j'ai l'impression un peu que ça a déstabilisé Max Verstappen aussi parce que, après avoir pris le virage sur Stowe, lui s'est retrouvé le devant vers l'arrière. Et puis, ça semble peut-être avoir un petit peu joué avec sa température de ses pneus ou quoi que ce soit parce que, c'est ça. Je trouve que c'est un petit peu drôle comme coïncidence. Max fait essentiellement jamais ce genre d'erreur-là. Mais cela dit, pour la première fois, j'ai senti un score un peu comme, je m'excuse du terme, mais salty. C'est quelqu'un qui habituellement est très, très calme, accepte le blanc, se dit, c'est ce que c'est, on va faire mieux la prochaine fois, puis tout. Je pense que là, un peu comme Lando Norris l'an dernier et puis plutôt cette saison, je pense un peu commence à ressentir la pression qui s'en vient sur lui, justement par rapport à ses ambitions cette année. Lui qui demandait à ce que son équipe de le laisser repasser devant Lando puis de courser pour la victoire. Ce que McLaren a heureusement refusé parce que je pense que honnêtement, la pénalité était méritée. Malgré tout. Et puis, si jamais Lando n'a rien fait pour mériter de terminer deuxième dans ce genre de contexte-là. Alors, c'est bon pour lui. Ça ramène les deux à 8 points d'écart au championnat. On est loin d'avoir un championnat qui est terminé. Là. On est la 11e course, si je ne me trompe pas. On est à la course, mi-saison. Ouais, ça. Donc, 11 points, 8 points d'écart, là. C'est rien. Celui pour qui je pense malheureusement que ce week-end a été une vraie claque au visage, c'est Max Verstappen qui termine 5e. Maintenant, se retrouve à peu près 70 points, là, 69 points derrière Oscar Piastri pour l'attaque du championnat. Opposite of nice. Et il vient de se joindre à nous, il vient de se joindre à la conversation. C'est un autre modérateur du groupe Facebook La Monoplace. Julien Légaré-Turcotte est avec nous. Salut Julien. Bonjour Abdou, bonjour à tous. Course qui allait bien pour Oscar Piastri et je comprends pas, je comprends pas essentiellement sa manœuvre d'avoir freiné aussi abruptement, alors que oui, on était non seulement sous une voiture de sécurité, mais on était au moment où c'était Oscar Piastri qui lui-même agissait d'office comme voiture de sécurité. Donc, à partir du moment où Oscar Piastri effectue un freinage aussi abrupt, clairement qu'il s'agit d'une pénalité d'une pénalité de 10 secondes. De ce que j'ai compris, selon la régulation, il est possible d'avoir une pénalité moindre. La présomption est de 10 secondes. C'est possible d'en avoir une de 5 secondes lorsqu'il y a des facteurs atténuants. Mais ici, dans le cas d'Oscar Piastri, c'était pas le cas du tout. Un freinage aussi abrupt. Pourquoi faisait-il ça? Est-ce que c'était véritablement pour ses pneus ou c'était pas plutôt une tactique dans l'espoir que Max Verstappen le dépasse et que le pilote hollandais obtienne lui aussi une pénalité? Peut-être, néanmoins, c'est difficilement excusable. Et puis, par la suite, Oscar Piastri
avait une dizaine de secondes à rattraper sur Lando Norris. Si je me rappelle bien, il a terminé environ 5 secondes en fin de course. C'est pas une stratégie qui aura fonctionné. Et puis, on a vu un Lando Norris obtenir une belle victoire à la maison, à Silverstone. Ça donnait des images magnifiques. Malheureusement pour Lando Norris, c'est certain que oui, je pense que plusieurs étaient fort heureux de sa victoire. Mais le podium de Hülkenberg aura, disons, atténué les célébrations pour Norris. Ah oui, clairement. Et écoute, Lando Norris est définitivement le vainqueur de ce Grand Prix. Ça, on va pas le contester. Mais pour vrai, notre vainqueur à tous, c'est Nico Hülkenberg. Vraiment, Nico Hülkenberg a connu la plus belle performance de sa carrière, définitivement. Et n'oublions pas aussi qu'il est parti 19e. Et 19e, dernier sur la grille, étant donné que Franco Colapinto a parti de la ligne des puits. Avec les conditions changeantes, il a été vraiment capable de tirer son épingle du jeu. Et je suis vraiment... Je pense c'est une joie collective pour les partisans de Formule 1 parce que au nombre de fois qu'il est passé proche, autant par malchance que par sa propre faute, Nico Hülkenberg est passé à plusieurs reprises de monter sur le podium. Là, il l'a fait et il a été exactement très bon. D'autant plus aussi qu'il a utilisé son expérience. La Sauber était un petit peu plus difficile à conduire en fin de semaine. On l'a vu avec Gabriel Bortoleto et surtout le vent qu'il y avait à Silverstone. Mais messieurs, Nico Hülkenberg vient de nous offrir, et de loin pour l'instant, la plus belle histoire de la saison, Carl. Oui, absolument. Je le mentionnais avant l'enregistrement, mais c'est comme si l'équipe Sauber avait été voir le nouveau film de F1 et s'était dit « Hey, les amis, on a tout simplement besoin d'un upgrade, d'une mise à jour qui va nous mettre à l'avant de la grille, puis on va enfin pouvoir compétitionner. » Et depuis quelques courses, les Sauber commencent vraiment à prendre un envol qu'on n'avait pas vu venir puis qu'on n'a pas vécu depuis plusieurs années. Si je me trompe pas, c'est le premier podium en plus de 12 ans pour Sauber, donc c'est quand même historique. Ouais. D'autant plus que, justement, Hülkenberg a eu la chance... Ça n'en pas, il y a 7 minutes, il était à 5 secondes. Oups! What? Ah, tabarnak, excusez. Bien, calme, sur une lancée. OK, vas-y, recommence d'ailleurs. Ça sera pas coupé au montage. Ah! Julien, shot de L-up ou mute ton micro. Où est-ce que j'en étais? Oups! Oui, donc... Repose ta question, Pabdou. Carl disait que c'était le premier podium de Sauber en plus de 12 ans. Donc, depuis le Grand Prix de Japon 2012 avec la 3e place de Kamui Kobayashi. Donc, oui, c'était vraiment une excellente course pour Sauber. Et puis, même là, ça montre que les mises à jour fonctionnent très bien pour Sauber. Carl. Oui, absolument. Ces mises à jour-là, depuis l'arrivée de Jonathan Whitley, on sent vraiment un nouveau vent chez Sauber. Je sais pas si c'est nécessairement dû à sa présence en soi ou à la présence de Mattia Binotto, mais on voit vraiment qu'il y a une prise de sérieux en ce moment au sein de Sauber. Ils savent que Audi s'en viennent, ils mettent leur meilleur pied de l'avant. Et montre vraiment que cette écurie-là, malgré le fait que, bon, historiquement, elle n'a pas été très performante ou jamais été réellement compétitive, mis à part 2008, si on veut, on voit vraiment qu'il y a une refonte qui montre des résultats et qui pourrait vraiment être menaçante dans les prochaines années. Bon, avec l'arrivée des nouvelles régulations l'an prochain, je m'attends pas nécessairement à ce qu'ils soient à l'avant, mais ils vont être un joueur. Ils prennent clairement ça au sérieux et quand on imagine qu'il y a des écuries comme Aston Martin qui investissent énormément d'argent pour essayer de rejoindre l'avant de la grille, mais il faut pas aussi oublier qu'il y a d'autres écuries comme notamment Sauber qui mettent énormément de ressources et qui ont un réel objectif de revenir
à l'avant de la grille. Donc, c'est quelque chose, tu sais, c'est un fait qu'on oublie, ou du moins que j'oublie, mais la performance d'aujourd'hui démontre qu'il y a vraiment une possibilité pour Sauber de remonter, de revenir à ce niveau de performance-là qu'ils ont eu par le passé. Oui, vraiment. Et je sais pas comment aurait été la course de Bortoleto de son côté, mais ça a été plutôt difficile. François, pour Nico Hülkenberg, c'est vraiment... Je sais qu'il a gagné les 24 heures du Mans aussi en 2015, il faut pas l'oublier. Ça, c'est quand même un sacré... C'est un exploit, un succès qu'il gardera pour toujours. Mais à force d'être plus de 15 ans en Formule 1, presque 15 saisons en Formule 1, c'est finalement un poids qui vient d'être libéré. Absolument. Puis tu le voyais, là, pour lui, ça valait... ça avait presque la même valeur qu'une victoire. Si je me trompe pas, est-ce que c'est le pilote ça y a pris le plus de courses à avoir un podium? Ouais, c'est ça. Le pilote, je pense que par plus de 20 ou 30 courses, là, si je me trompe pas. Là. C'était quand même un gros écart. Mais tu sais, c'est un pilote qui a toujours été... Tu sais, qui a toujours amené quelque chose, peu importe où il passait. Tu sais, ça n'a jamais été un pilote qui était... déficitaire un petit peu pour son équipe, qui tirait son équipe vers le bas. C'est quelqu'un qui est très, très, très intelligent aussi, qui est simple à gérer, qui semble assez simple à gérer. T'entends jamais de drame ou de controverse vraiment l'entourant. Je pense que la pire controverse a été son interlocution avec Kevin Magnussen. Je pense que c'est vraiment la seule fois où on l'a vu un petit peu faire de quoi de controversé. Sinon, là, tu sais, c'est quelqu'un qui est assez difficile à détester. Bon, il y en a quand même qui réussissent à le faire malgré tout, mais je vois vraiment mal comment quiconque là, pourrait être dégoûté par cette victoire-là, par cette podium-là de quelqu'un qui le mérite depuis longtemps. Écoute, je peux considérer ce podium comme une victoire. Là, c'est vraiment une victoire, comme je peux le mentionner en quelque sorte, mais ça vient de monter Sauber au 6e rang. Et puis... Qui l'eût cru? Puis, je pense je disais ça la semaine dernière dans le podcast. Il fallait un résultat freak entre guillemets, inusité pour Sauber pour justement monter au classement. C'est un peu comme Alpine au Grand Prix de Sao Paulo l'an dernier, et c'est arrivé la course suivante. Donc, finalement, Sauber va avoir beaucoup d'argent pour l'année prochaine. Je veux dire, il n'y a pas aucune écurie là, parmi les, disons, là, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a absolument rien de joué. Sauber pourrait aussi bien terminer 10e que 6e. Les Racing Bull, Aston Martin, Haas, ça leur prend juste ça un week-end pour gagner ou perdre énormément de positions. Alpine, si jamais peuvent... il y a la rumeur comme quoi Valtteri Bottas pourrait tenter Alpine pourrait tenter d'amener Valtteri Bottas pour avoir un peu plus de constance dans leur deuxième voiture. À ce moment-là, Alpine aurait 2 pilotes capables de ramasser des points à peu près tous les week-ends dans des bonnes circonstances. Fait qu'il n'y a rien de décidé, là. Exactement. Et avant de parler d'Alpine, je veux parler de Ferrari parce que à l'image du Classic British Weather, c'était la pluie et le beau temps chez Ferrari, Carl. Avec Lewis Hamilton 4e et Charles Leclerc qui se sentait vraiment seul au monde, pour reprendre Corneille. Ouais, exact. Pour parler de Leclerc, écoute, on l'a pas vu au courant de la course, ou du moins les seuls moments où on l'a vu, c'est quand il se battait pour une 16, 17 ou 18e place. À vrai dire, j'ai aucune idée de son classement final parce que justement, c'est pas important. Il a pas scoré de points. Ça restait un week-end important. On l'a vu vendredi que les Ferrari avaient tellement de vitesse. Il y avait tellement d'attentes envers eux avec
leur dernier package. On sait Lewis avait un record incroyable à Silverstone avec des podiums à chaque année. Au minimum. Donc, c'était quand même désolant de voir au final que, justement, les Ferrari n'ont pas su performer le dimanche. Surtout après avoir vu Lewis qui perd du temps face à Hülkenberg en fin de course. Ça, par contre, ça m'a un petit peu mystifié. On le voyait pendant quelques tours rattraper Hülkenberg. Je sais pas si c'est dû aux softs qui ont perdu de leur performance, mais au final, l'écart s'est agrandi tour après tour. J'étais très heureux pour Hülkenberg, mais ça démontre que chez Ferrari, c'est pas tout qui est réglé actuellement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir atteindre Mercedes, avant de pouvoir compétitionner à chaque semaine avec eux. Je vois pas ça comme une très bonne nouvelle cette fin de semaine pour Ferrari. Non, et comme tu l'as dit, Carl, ça semblait bien en principe pour Ferrari, mais comme j'aime le dire, ce sont les essais. Oui, ça peut indiquer quelque chose, mais ça ne reflète pas l'image particulière parce que tout peut se produire. Exemple, Lance Stroll et Williams aussi. Bon, sauf pour Stroll aujourd'hui. Mais pour Ferrari, pour Lewis, il a fait une bonne course. On va se le dire. C'était sa meilleure course de la saison. Et ensuite, en deuxième, c'est Autriche. Étonnamment. Mais j'ai vraiment l'impression que Lewis a pu se tirer le maximum qu'il a pu. Mais pour Leclerc, ça a été très difficile. Et déjà, c'était un de ceux qui s'est arrêté avant le départ pour des pneus slick, alors que la piste était encore détrempée dans les derniers virages du circuit. Donc, ça n'a pas été utile du tout. Et c'est là où, je dirais, la course s'est ruinée pour lui. En plus d'avoir perdu le contrôle avec la grosse cellule de pluie forte qui est arrivée. Bon, ça, c'était avec la visibilité et un petit peu d'aquaplanage, ça a été un peu plus compliqué. J'en conviens, mais pour le reste, jamais. À part que des batailles avec Williams, pas grand-chose pas grand-chose qu'on pourrait retenir de la course de Charles Leclerc. Il y a eu même quelques tout droits, s'est retrouvé dans le bac à gravier vers la fin de la course. Semblait pas vraiment à l'aise là, à plusieurs moments. Dès que la piste était un petit peu plus, je dirais, délicate ou glissante, ça semblait pas du tout son affaire, faire l'affaire de Charles Leclerc. Lewis Hamilton un petit peu mieux. Mais en même temps, Lewis, je trouve que le fait qu'il ait eu tant de difficultés à se tenir à proximité d'Hülkenberg, puis même que Hülkenberg réussissait à briser le DRS à plusieurs reprises, ben ça me démontre peut-être que la voiture en tant que telle n'était pas bien, n'était peut-être pas aussi bonne que ce qu'on aurait pu le voir avec les essais, là. Surtout dans des conditions un peu plus froides et mouillées. Exact. Et ça aussi, je pense que avec Australie, il y a encore des trucs à faire au niveau de stratégie parce que j'ai plus l'impression qu'on s'est vraiment perdu chez Ferrari aujourd'hui dans ce qui était vraiment le meilleur moment, autant pour Lewis d'obtenir un premier podium en Grand Prix avec Ferrari, autant pour Ferrari de rester deuxième, mais disons que les Mercedes, avec l'abandon de Antonelli qui était vraiment malchanceux avec l'accident d'Isaac Hadjar, et George Russell qui est passé d'un génie à un amateur en l'espace de quelques tours. Ben au moins Ferrari reste deuxième au championnat des constructeurs. Mais je veux passer à Aston Martin parce que je sais qu'il faut donner les fleurs à Lance Stroll, même si ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson en fin de course. Le call pour les pneus tendres en s'arrêtant durant la voiture de sécurité virtuelle
génie. Et tiens, je vais passer la parole à Julien. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Lance Stroll en général? Ça a été une performance assez intéressante au sens que la stratégie d'Aston Martin, comme tu le mentionnais, Abdou, lui aura porté fruit. Ça, c'est certain. Maintenant, écoute, je suis content de voir Lance Stroll en troisième position pendant un certain laps de temps. Évidemment, ça s'enlève absolument rien au podium de Nico Hülkenberg. Je pense que c'était une performance qui allait peut-être redorer un petit peu le blason à Lance Stroll aujourd'hui. Cependant, j'ai été un peu déçu des performances du pilote canadien en fin de course, lui qui est passé de 3e à 6e, si je me rappelle bien. Donc, voilà, au moins, on peut être heureux pour l'écurie britanno-canadienne qui aura obtenu certains points aujourd'hui, donc avec Fernando Alonso ainsi que Lance Stroll. Cependant, je pense que dans le cas de Lance Stroll, une course qui, au départ, moi, je le voyais terminer certainement dans le top 5, ça n'a pas été réussi. C'est pas un pétard mouillé, mais il faut quand même lui donner le crédit, ainsi que surtout à son écurie, d'avoir été en mesure de terminer dans les points. Oui, effectivement. Et c'était vraiment une bonne course. Et il faut pas oublier aussi que il a marqué les premiers points de Aston Martin de la saison dès le premier Grand Prix dans des conditions tout aussi changeantes et mouillées à Melbourne. Alors, ça a été bien. Carl, toi, quand tu pensais de la performance de Stroll aujourd'hui? Ouais, un peu comme dans le même sens que Julien, c'est une performance super intéressante. Tu sais, dans la vie, il y a 3 choses qui sont certaines. Il y a la mort, il y a les impôts, puis il y a les performances de Stroll sous la pluie qui sont très souvent incroyables. Tu sais, vers la fin de course, bon, ces performances se sont un peu amoindries parce que justement, il y a comme la piste est asséchée. Mais sous la pluie, Lance Stroll a vraiment des atouts incroyables. Il est capable de garder la voiture sur la piste. Il n'a pas fait d'erreur. On a vu beaucoup de pilotes d'expérience comme Russell, comme Piastri, comme Max faire plusieurs erreurs sous la pluie. Et Lance Stroll, a réussi à la garder sur la piste, puis c'est atterri en 3e place. Chose qui est quand même incroyable. On a vu Alonso un peu se lamenter sur la radio parce que justement, il y avait des erreurs de stratégie, mais au final, Lance Stroll a performé, puis c'était tout à son honneur. Malgré la fin de course un peu en queue de poisson, là, avoir perdu des places face à Gasly, notamment au dernier tour, je le félicite quand même parce que c'était tout de même une course où on avait peu d'attentes spécifiques envers lui. Puis comme Julien le mentionne, ça redore un peu son blason après une saison qui est quand même positive pour lui par rapport aux dernières. Exact. Et on a eu droit, François, à une bataille pour la 3e place inattendue entre Stroll et Hülkenberg. Oui, en fait, le spin de Max a ouvert le jeu à ces 2 pilotes-là qui avaient, au début de la course, probablement ne s'attendaient pas à se retrouver là. Puis, écoute, il a fait le maximum qu'il pouvait. C'est surprenant de voir quand même là, 2 voitures qui, selon moi, selon plusieurs, sont inférieures à la sienne terminée devant. Pierre Gasly, qui est, je pense qu'on peut tous se dire, Alpine, si c'est pas la pire voiture, c'est pas loin de l'être. Qui termine 6e alors que Stroll termine 7e, je crois. Et puis, la Sauber, je pense qu'en ce moment, on est en train de voir que la Sauber est plus si mauvaise que ça. Mais non, Lance Stroll a ramassé 14 de ses 20 points cette année sous la pluie. 8 en Australie et 6 ici. Il y a certains moments sous la pluie comme à Sochi ou encore à Monaco que des fois c'est un peu plus compliqué. Mais règle générale, là, se débrouille très, très bien dans ces conditions-là. Oh oui, vraiment. Et Fernando Alonso, qui marque des points, ça a été un petit peu plus difficile aussi pour lui durant ce Grand Prix, mais tout de même, et je pense que c'est la première fois durant la saison que les 2 Aston Martin se retrouvent
dans les points. Donc, pour une course à domicile, littéralement, pour Aston Martin, c'est une joie, même si Alonso était un petit peu en tabarnak après la décision, et on l'a entendu à la radio. On a dit, on a perdu des places juste pour le fun ou bien pour raison stratégique. Donc, au moins Alonso rapporte des points. Justement, on va parler d'Alpine parce que ça a été très compliqué pour Franco Colapinto, qui était là, qui disputait un 6e Grand Prix. Au moins, Pierre Gasly est celui qui sauve les meubles, en quelque sorte, pour Alpine. Karl, qu'as-tu pensé de la performance de Pierre Gasly aujourd'hui? Ben, pour être honnête avec toi, jusqu'à la mi-course, je n'avais pas réellement remarqué Gasly. Il montait graduellement, silencieusement la grille, puis il faisait ce qu'il avait à faire. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est ça, l'Alpine, justement, a réussi à le rentrer au bon moment, a réussi à mettre sur les bons pneus. Et puis, en fin de course, l'Alpine s'est transformée. On dirait quasiment qu'ils avaient déjà leur moteur Mercedes en arrière. Puis, justement, commençaient à dépasser des voitures à gauche, à droite. Ça m'a vraiment surpris. Gasly, ça démontre vraiment que son expérience apporte beaucoup à Alpine. Justement, je trouve que sa présence au sein d'Alpine est tellement importante, considérant le fait que par le passé, avec Ocon et tout, il y avait comme un peu il y avait peu de cohésion, il y avait pas de manière pour l'équipe de pouvoir se rallier derrière un pilote. Et puis avec Franco qui justement a eu de la malchance aujourd'hui, mais qui performe pas pour qui performe pas pour ce qui est de la saison en général. Gasly est vraiment le sauveur d'Alpine. Et puis, comme je pense François l'avait mentionné précédemment, l'arrivée potentielle de Bottas pourrait vraiment venir changer les cartes pour le sort d'Alpine en fin de saison. Il n'y a rien qui est joué, on est à la mi-saison. S'il y a à avoir un changement pour Alpine, ce serait maintenant, s'ils veulent oser espérer remonter dans le classement général. En même temps, parce que pour Colapinto, je pense que son abandon est dû au fait que je pense qu'il est pendant son arrêt au puits pour changer les pneus au départ, je crois qu'il était resté bloqué, puis c'était game over. Mais en même temps, oui, Gasly donne des points à Alpine. Oui, il réussit même à se rendre en Q3 beaucoup plus souvent qu'on le pense. Mais ça reste une voiture difficile à conduire pour les deux autres pilotes. Je ne sais pas si c'est l'effet du deuxième pilote, justement, ou le fait que la voiture, elle est mauvaise, mais meilleure que l'année passée. Mais j'ai l'impression que c'est plus Gasly qui fait le travail plutôt que dans une voiture qui est sous-performante, François. Ouais, je pense qu'ils sont un peu dans la même situation que Red Bull, dans une perspective un peu plus, je te dirais, moins dans le spotlight. On voit que Yuki Tsunoda a beaucoup de difficultés à matcher le rythme de son coéquipier. Même chose pour Colapinto. Je trouve que c'est un petit peu dommage. En cette course, ça n'a vraiment pas plus été impressionnant que Jack Doohan. Je veux dire, sa meilleure position dans laquelle déterminer, c'est pour Colapinto, je pense que c'est 13e au Canada. Puis Jack Doohan, c'est aussi 13e en shit. Fait que je veux dire, les deux ont à peu près les mêmes résultats. Puis sinon, je veux dire, Pierre Gasly fait absolument tout ce qu'il peut. Le fait qu'il soit devant Alonso, devant Sainz, devant Tsunoda, tous ces pilotes-là qui ont, selon moi, une bien meilleure voiture que lui au classement démontre beaucoup de choses. Je veux dire, c'est
Je sais pas si jamais. Est-ce qu'il avait marqué des points en Chine avant d'être disqualifié? Si je me trompe pas, il avait fini 9 ou 10, quelque chose comme ça. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, il se tient, il fait absolument tout ce qu'il peut et il semble vraiment travailler seul à plusieurs moments. Exact. Donc, je pense que c'est plus effectivement Gasly qui amène cette voiture, qui surconduit cette voiture au-delà des performances qu'elle fait. Avant que je passe à mon autre sujet, je veux parler rapidement de Red Bull. On a parlé de Max Verstappen un petit peu avec ses problèmes de réglage qui l'ont affecté durant le Grand Prix. Ils sont tête à queue aussi. Il sauve des points en terminant au 5e rang et il nous a énormément impressionné durant ce Grand Prix en qualification surtout. Mais Yuki Tsunoda, d'un autre côté, c'était pas un Grand Prix fameux. Il s'est pris une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Ollie Berman. Il finit dernier parmi les pilotes classés aujourd'hui. C'est pas Red Bull, c'est Red Bull. Ouais, d'accord avec toi. Écoute, pour ma part, je suis pas nécessairement d'accord pour ce qui était de la pénalité de Yuki par rapport avec quant à sa collision avec Bearman. Les conditions étaient tellement traîtres et puis écoute, c'était un simple petit survirage qu'il a eu qui a eu un gros impact, mais qui a tout de même, tu sais, qui dans un autre contexte aurait pas été aurait pas été si gros. J'ai trouvé que les pénalités cette fin de semaine en général étaient assez traîtres. Puis, mais tout de même, Yuki a eu une course assez anonyme, mis à part ça. Je pense que l'un des seuls moments où je l'ai remarqué, c'est lorsqu'il s'est fait dépasser par Leclerc. Mais on voit vraiment qu'il y a une difficulté énorme à maîtriser cette Red Bull. Je me demande vraiment si il est pas en train de se demander s'il serait mieux de retourner chez Vickers pour le reste de la saison. Étant Red Bull et si j'étais en charge de l'écurie, tout ce que je ferais, ce serait simplement de rentrer une 3e V-Carb et de laisser Max dans sa Red Bull parce que ça ne fonctionne pas. Depuis 2019, il y a rien qui va bien pour Red Bull pour ce qui est de cette deuxième voiture-là. J'ose vraiment espérer que le 2026 va apporter un vent de changement chez Red Bull qui va être capable de produire 2 bonnes voitures et non seulement une. Ouais. François? Même chose, je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt. Là, je pense que un peu à l'image de chez Alpine, là, c'est un seul pilote qui traîne cette écurie-là, il fait tout ce qu'il peut. Puis l'autre ne semble simplement pas être capable de comprendre la voiture. Bon, il y a eu quelques petits points. Là, je pense que Yuki en a eu quoi? Il a eu 7 points chez Red Bull. Puis c'est inacceptable de voir ce pilote-là qui a vraiment bien commencé chez les Racing Bulls. Honnêtement, tu sais, tout le monde disait qu'il faisait absolument tout ce qu'il fallait les 2 premières courses. Puis il arrive chez Red Bull, puis tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je veux dire, c'était bien beau, là. On est en train de réaliser que c'était peut-être pas c'était peut-être pas toujours le pilote le problème dans les années passées. Ouais. Et puis comme je le disais sur Blue Sky, à un moment donné, je pense que Red Bull va tout simplement faire un tirage au sort pour déterminer qui va conduire la deuxième voiture. Parce que ça devient n'importe quoi. Mettre n'importe qui, honnêtement, ça ne changera plus rien rendu là. Ouais, c'est exact. Sinon, quand je regarde la liste des pilotes qui ont abandonné, Franco Colapinto, bon, ça, c'était pas de sa faute. Ça, c'était un problème mécanique. Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar et Andrea Kimi Antonelli, tous des recrues à temps plein cette saison. On peut en débattre pour Colapinto, mais ça n'a pas été un Grand Prix facile pour les pilotes recrues. Et j'ai envie d'inclure Oliver Bearman aussi à cause justement des contacts qu'il a eu avec Tsunoda et avec Esteban Ocon. Donc, bravo à Haas d'avoir enfreint la règle numéro 1 en course automobile.
qui est de ne pas avoir de collision entre les coéquipiers. Mais ça a été une course très difficile pour les pilotes recrues à Silverstone, Carl. Ouais, ben pour revenir sur Behrman rapidement, je crois que la présence de Magnussen dans les puits de Sauber a peut-être ramené le fameux curse que Haas avait pendant les années de Magnussen et Grosjean. On veut jamais voir ça évidemment là, puis c'était pas un contact intentionnel. Je crois qu'il y avait un dépassement devant eux avec les conditions de pluie et tout. Il y a un petit moment d'incertitude entre Ocon et Behrman, ce qui a causé justement cette collision malheureuse. Ben tout de même, ça reste que Behrman a eu un week-end très, 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 très laborieux. On prend la pénalité de vendredi ou de samedi où est-ce qu'il a eu justement il a eu son accident en rentrant dans les puits, qui est quelque chose qui est, on va se dire, qui est quand même gênant. Là. C'est l'une des choses que tu ne veux pas faire. Tu veux pas... Je m'excuse de te couper la parole, Carl, mais dans le cas de la pénalité de Behrman, je vais faire un rant après qu'on ait parlé de recrues, donc je veux juste glisser un mot après. OK, parfait. Je vais retourner sur Behrman alors. Alors pour ce qui est de Behrman, c'est un week-end très laborieux de sa part, plusieurs petites erreurs, mais néanmoins, ça reste la seule recrue qui a su terminer la course, ce qui est peut-être le seul point positif de la fin de semaine pour lui. Oh oui. Puis, en plus, je crois qu'il a fini à moins d'une seconde de George Russell et d'un point en plus. Et tout ça devant son frère Thomas qui roule en Formule 4 britannique en plus. Donc, c'était un beau moment pour la famille Behrman malgré tout. Donc, pour son premier Grand Prix à la maison, il finit 11e à la porte des points. C'est ça. Mais sinon, il faut aussi dire que Isaac Hadjar et Kimi Antonelli, ben Hadjar a eu là une grosse frousse avec son accident. D'ailleurs, je viens de voir, aucune action n'a été, il y aura aucune action concernant l'enquête entre l'accident entre Hadjar et Antonelli, qui était correct parce qu'il y avait un manque de visibilité. Fait que ça, au moins, c'est bien. Bortoleto, je pense que c'était perte de contrôle de la voiture et ça, c'était game over lorsqu'on a vu les dommages à l'aileron arrière. Puis Liam Lawson, ben, c'était plus un incident de course au départ plutôt qu'autre chose. Puisqu'il était disons, ben, pas pris en sandwich, mais faisait partie des trois avec Ocon et Tsunoda au départ. Fait que quand 3 vont dans 1, ça ne fonctionne pas. Oui, rapidement, en parlant de Bortoleto, écoute, cette perte de talent momentanée, c'est dommage parce que justement, on a vu Hülkenberg performer, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver avec Bortoleto s'il avait su finir la course. Peut-être qu'on aurait eu de double points de la part de Sauber. Mais parlant de F4, justement, moi je pense que on devrait renvoyer Bortoleto en F4 chinoise pour apprendre de ses erreurs et puis le revoir pour la prochaine course. Un peu rough, mais... Wow! Get ready to... Non, j'irai pas jusqu'à là. Mais honnêtement, tu sais, je veux dire, tu vois que Bortoleto, c'était plus de l'inexpérience, la façon qu'il a eu son incident. A été un de ceux qui, après le tour de formation, a décidé de prendre un gamble pour aller sur des slicks. Et puis, tu vois qu'il a juste donné un peu trop de throttle. Puis la piste était encore froide et trempée avec des pneus médiums. Et voilà, je veux dire, c'est des choses que tu n'apprends que par l'expérience. Puis, tu sais, c'est un peu inévitable que pour un pilote de son niveau d'expérience, il allait avoir quelques défis un peu particuliers avec cette stratégie osée-là. Oui, effectivement. Donc, c'était vraiment un week-end difficile pour les pilotes recrues aujourd'hui. Je vais en parler tout de suite pour compléter, en fait, cet épisode avec la pénalité d'Oliver Behrman samedi à la fin de la séance d'essais libres.
Donc, pour mettre en contexte, on parlait de Bortoleto, il a eu un accident lors de la fin de la séance d'essai libre numéro 3, ce qui a amené le drapeau rouge. Et là, Behrman, à la fin, on le voit, et dans les puits, il n'a plus de museau avec des pneus sales. Et quand on voit la reprise, il perd le contrôle à l'entrée de la ligne des puits. Il blâme le fait que ses freins étaient froids. Et là, on voit en arrière un Max Verstappen qui est lent, se foutre un peu de la gueule indirectement. Ben, indirectement, parce que je pense pas qu'il savait que c'était Behrman. Donc, disant, il a perdu le contrôle de sa voiture. Mais déjà là, lorsque le document de la FIA est sorti, on a vu qu'il a reçu une pénalité de 10 places sur la grille pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'à Monaco, il l'a fait aussi lorsqu'il a dépassé Carlos Sainz. Ça, c'est vraiment la pire pénalité, la pire bêtise de la saison. De loin. Parce que, oui, on a parlé on n'était pas très content de ce qu'on avait avec Max et sur Russell à Barcelone. Mais ce que Behrman a fait, c'était hyper dangereux parce que il roulait sous des conditions normales de course, sous un drapeau rouge. C'est très dangereux, ça. C'est hyper dangereux. Puis le fait que ce soit la deuxième fois qu'il se fait prendre la main dans le sac pour une infraction sous drapeau rouge, et il s'est pris 2 fois 4 points de pénalité. Il en est maintenant à 8 sur une période de 12. Et d'autant plus aussi que ça va disparaître en 2026. Il est déjà presque autant que Max sur la sellette pour avoir une suspension d'un Grand Prix. Je suis désolé, mais ça, et je salue la FIA là-dessus d'être très sévère avec les règles sous drapeau rouge parce que ce soit en Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4 chinoise, tiens, par exemple, ou bien même dans n'importe quelle autre série, les drapeaux rouges doivent être respectés à la lettre parce que c'est une question de sécurité. Il arrive quoi que ce soit. Imagine si, par exemple, il y a eu un problème dans la ligne des puits. Je sais, j'aime extrapoler tout ça, mais il faut se rendre compte aussi de la sévérité de ce que Behrman a fait. C'était très dangereux. C'était très dangereux ce qu'il a fait. Donc, la FIA est très sévère là-dessus. Oui, il peut y avoir des circonstances atténuantes comme il y a eu, je crois, avec Colapinto, justement à Monaco, sur les dépassements. On a sévi très sévèrement à l'endroit de Tsunoda à Montréal quand il a dépassé Piastri sur la ligne droite en séance d'essai libre. C'est un non garanti. Tu ne peux pas dépasser un pilote. Même si la voiture a un dommage et qu'il continue, tu ne dois pas le dépasser. Tu dois garder une bonne vitesse lente pour s'assurer que les commissaires viennent nettoyer la piste quand c'est sécuritaire ou dans des cas par exemple, on est obligé d'amener la voiture médicale pour des problèmes, de garder une vitesse respectable. Alors là-dessus, peu importe ce que je dis, la pénalité, peu importe les circonstances, la pénalité de Behrman à Silverstone, elle était 100% méritée. C'est un slam dunk pur, net et dur. Un slam dunk aussi puissant que Shaquille O'Neal pourrait briser le panier. Là-dessus, c'était inacceptable de la part de Behrman. Rien d'autre à dire, honnêtement. Il est erratique. Je pense qu'il n'y a personne qui doute de son talent. Il l'a montré dans ses quelques premières courses en F1 l'an dernier. Il l'a montré cette année à quelques moments. C'est vraiment pas ça qu'on met en question. C'est plus des fois sa prise de décision
qui semble... est-ce que des fois, tu sais, aussi, c'est une mauvaise communication avec son ingénieur, des choses comme ça? Mais tu sais, quand tu sais que c'est un drapeau rouge, et que tu rentres dans un puits à cette vitesse-là, c'est pas une affaire d'ingénieur, c'est pas une affaire je pense que c'est un mélange entre la maturité puis juste comme un... C'est même plus de l'inexpérience, c'est des choses que tu vois presque aucun pilote faire. C'est vraiment de l'immaturité, je pense, à ce moment. Ouais. Je suis... Non, parce que c'est... Tu sais, tu peux... Nikita Mazepin ne faisait pas ça, Carlis. Écoute, même quand un des pires pilotes de l'ère moderne de la Formule 1 fait pas ce genre de trucs, là, ça fait mal. Mais écoutez, Berman doit apprendre de ses erreurs et au plus vite parce que sinon la suspension va être une bonne leçon pour lui. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il faut quand même tenir compte du fait que ces pilotes-là conduisent depuis qu'ils ont 4, 5, voire 6 ans. Les drapeaux rouges, c'est pas un nouveau concept pour eux. Au-delà de la formule spécifique, un drapeau rouge, c'est un drapeau rouge que tu sois en Formule 1 ou en Formule 4. Donc, genre, ce qui rend la chose encore plus incroyable, c'est que c'est des situations qu'il a déjà vécues par le passé. Tu sais, avoir un drapeau rouge dans des conditions où tes pneus sont froids, ici et ça, je veux dire, c'est pas une excuse lorsque tu as 15 ans d'expérience derrière le volant. C'est inadmissible. Il mérite vraiment qu'on fasse un exemple de lui parce que c'est dans un autre contexte où il aurait pu avoir causé des dommages à des Marshalls ou à une autre voiture ou à quoi que ce soit. Je veux dire, ça aurait été catastrophique. D'autant plus du fait que c'est pas sa première infraction, drapeau rouge. Moi, je conseille à Oliver Berman d'aller voir un optométriste et de s'assurer que la couleur rouge fait partie du spectrum que ses yeux peuvent voir, parce que j'en reviens pas que ça puisse être arrivé 2 fois au courant d'une même saison. Et en plus, Julien n'est malheureusement pas là pour en discuter, mais dans le chat, s'il n'y avait pas eu ce système de points de pénalité, lui, il pense que ça aurait été une suspension directe. Parce que, bon, je suis d'accord avec lui là-dessus. Je peux pas être en désaccord avec Julien là-dessus. S'il n'y avait pas eu ce système, moi je leur ai dit, écoute, c'est la deuxième fois que tu commets ça sous différents contextes. Là, on va te dire, comme on dit dans le terme de NASCAR, on va te parker. Moi, je pense que on a beaucoup, la Formule 1 ou le sport automobile a beaucoup évolué en matière de sécurité. Et c'est pas vrai que parce que le sport est beaucoup plus sécuritaire, que les pilotes se doivent d'être de plus en plus téméraires et de se dire, s'il arrive quoi que ce soit, je vais m'en sortir. Fait que là-dessus, je suis d'accord avec Julien. Sans le système des points, je pense que ça aurait été pour moi une suspension d'un Grand Prix. Là-dessus, je vais fermer le livre, puis on va arrêter là-dessus. Avant toute chose, est-ce que ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était le meilleur Grand Prix de la saison? Comme à chaque année, on dirait, si c'est pas la meilleure, c'est la deuxième ou la troisième. Ce circuit-là livre toujours la marchandise. Toujours. Il y a tout dans ce circuit. T'as des virages lents, t'as des virages longs, longs et rapides. T'as l'impression que chaque partie du circuit a quelque chose de spécial. C'est un circuit qui permet de prendre plusieurs lignes de course, qui permet d'attaquer dans des endroits que tu t'attends presque pas. Les DRS sont juste la bonne longueur pour pouvoir être compétitifs sans jamais être des cheat codes, si on veut. Là, c'est jamais comme trop facile. Je trouve vraiment juste comme il n'y a pas grand-chose qui bat Silverstone pour un Grand Prix de Formule 1.
Ah oui, vraiment. Carl? Oui, absolument, je suis d'accord avec François. Là. C'est le circuit, je serais prêt à dire que c'est le circuit le plus mythique au monde et avec le plus d'histoire, avec le plus de moments historiques. C'est un circuit où les conditions changeantes, les fameuses conditions britanniques, rajoutent une couche de plus d'incertitude. C'est quand je regarde les circuits comme Silverstone ou Interlagos, c'est vraiment c'est ce qui me fait tomber en amour avec la F1, c'est ce qui me fait retomber en amour avec la F1 à chaque année. Et c'est ça. Comme François l'a mentionné, c'est un circuit qui ne rate jamais. Et malgré les nombreux changements qu'il y a eu sur le circuit au cours des années, les nombreuses générations de Formule 1, c'est un circuit qui a vraiment, vraiment sa place dans la Formule 1. S'il y a un circuit qui doit rester éternellement, c'est Silverstone. C'est l'inverse de Monaco. Je pense que les deux sont mythiques pour des raisons complètement différentes. T'en as un qui c'est littéralement au beau milieu d'une ville, puis que c'est serré, puis qu'il n'y a aucune chance de dépasser. T'en as un qui c'est littéralement à l'intérieur de terres agricoles. C'est loin de tout. Puis tout, ben, je veux dire, le circuit est... Comme Carl l'a dit, la météo peut tellement changer vite. Puis tu sais, on l'a vu aujourd'hui, des voitures qui sont pas compétitives ailleurs peuvent l'être là. Ouais. Justement, sur le circuit, t'as pas de longue ligne droite de 1,5 km qui va te donner un dépassement garanti non plus. Puis, je veux dire, la façon dont le circuit est comme encerclé là, dans certains endroits par les fans qui ont l'air d'être près de l'action. La seule chose que j'aimerais voir de Silverstone, c'est une limite de vitesse un petit peu plus haute dans les pluies parce que c'est tellement long faire un arrêt dans ce circuit-là que des fois, ça semble être un déterrant. Si jamais vous pouvez rajouter 10 km/h pour que ça coûte, tu sais, parce que là, c'est 30-31 secondes par arrêt aux pluies. Ouais. Tu sais, si jamais ça pouvait être 1 ou 2 secondes de moins, disons, ben, ça serait peut-être encore plus compétitif des fois d'essayer des stratégies différentes, mais je veux dire, comme je dis, comme on l'a dit, c'est déjà un circuit qui livre à chaque fois. Ça serait un petit peu stupide d'essayer de changer sa nature. Eh oui, effectivement. Vive Silverstone. Vive... Mention... Oui. Pardon, Abdou, mais mention spéciale à François qui ne rate jamais une occasion de chier sur le circuit de Monaco, même quand on est en Angleterre. Ah! OK, j'adore Monaco, mais je veux dire, les deux sont symboliques pour la F1 pour des raisons complètement différentes. Puis, Monaco, les courses sont rarement intéressantes, les qualifications sont très intéressantes. Silverstone, les qualifs et les courses sont toujours intéressantes. Effectivement. Donc, là-dessus, je suis d'accord. Silverstone, toujours dans le top 5. Alors, c'est ce qui va... Je vais vous donner le classement après ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Oscar Piastri est toujours en tête, mais l'écart entre lui et Lando Norris est maintenant de 8 points. Max Verstappen est à 165. George Russell est 4e avec 147. Charles Leclerc est 5e avec 119. Lewis Hamilton, 6e avec 63. Kimi Antonelli, 7e. Kimi Antonelli à 63. 8e, Alex Albon, 46. Nico Hülkenberg est maintenant 9e avec 37 points. Et Esteban Ocon est 10e avec 21 points. Au championnat des constructeurs, donc, c'est le statu quo au classement dans le top 4, et même top 5, je pourrais dire, parce que c'est McLaren devant Ferrari, Mercedes, Red Bull et Williams. Mais Sauber est maintenant 6e avec 49 points et à 18 points de Williams. Racing Bulls est toujours est 7e, toujours avec 36 points. Aston Martin, avec les deux pilotes dans les points maintenant, se retrouvent à égalité avec Racing Bulls au 7e rang. Donc, c'est 36 pour les deux écuries. Haas est 9e avec 29 points et Alpine est 10e avec 19 points.
Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, cette émission d'après-course. Je veux remercier Julien Légaré-Turcotte qui a dû nous quitter un peu plus tôt, mais qui a eu une belle présence pour revenir sur ce Grand Prix. Cet épisode est disponible, ainsi que les autres, sur vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et partout où le Bulletin GP est disponible, ainsi que sur YouTube aussi. On est présent sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @ le Bulletin GP. Et évidemment, n'oubliez pas de vous joindre au groupe Facebook La Monoplace pour des discussions sur la Formule 1 et autres sports automobiles. Alors, Carl, François, un énorme merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Abdou, pour l'invitation. Un grand plaisir, Abdou. Vive la... Et vive la Formule 1, effectivement. Bon 75e anniversaire. Et surtout, on est à la mi-course, à la mi-saison, je veux dire. Donc, ça tombe bien. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Généralement, je dis toujours, faites attention à vous, portez-vous bien. Et cette fois-ci, cette semaine, I mean it. Je le dis vraiment. Prenez soin de vous. La vie, elle est courte. Elle peut être courte. Profitez du mieux que vous pouvez avec vos amis, avec vos proches, avec la famille. Faites très attention à vous. Et surtout, je suis très content que ce Grand Prix ait lieu parce que c'est un baume important pour la fin de semaine. Alors là-dessus, on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Salut tout le monde et à la prochaine.